Est-ce que vous m'entendez? Bon, impeccable. Alors bon, j'ai 31 ans aujourd'hui et je me fais traiter de cancre depuis 31 ans, donc ça suffit maintenant. J'ai arrêté l'école justement pour que ça s'arrête. Alors ce qui est très étonnant, c'est qu'on m'a traité de cancre avec un ton très très désagréable pendant des années. Et maintenant, on me traite de cancre avec un gros sourire, en m'accueillant dans des salles, en m'applaudissant, etc. C'est assez perturbant pour être très honnête. C'est assez perturbant. Peut-être qu'un jour, on me dépliera un tapis rouge en disant « Et voilà le meilleur cancre de France ». Enfin bon, il ne faut pas non plus mélanger l'audace et la nullité. Je vais essayer quand même de vous faire la démonstration, en tout cas de la différence entre ces deux aspects. Pour commencer sur la nullité, quand il a fallu parler d'audace et donc parler de ce que je fais depuis mes 14 ans, depuis mon premier pied sur Terre, ça a été terriblement troublant parce que je n'ai pas du tout l'impression d'être audacieux ou d'user d'audace au quotidien. Donc je suis allé dans Google, j'ai tapé audace, je suis vite arrivé sur Doctissimo. Et là, je peux vous dire, c'est vraiment un gouffre. Et à ce moment-là, je me suis rappelé que audace, c'était un parfum. Et je me suis dit, mais oui, l'audace, c'est un parfum pour moi. Donc, grâce à Doctissimo, j'ai vu que c'était un parfum de la maison Rochas. Et puis, en fouillant un peu plus certains commentaires, à peu près postés à la même date, en 2007, j'ai découvert que c'était pas que Rochas, c'était aussi un parfum de la maison Fabergé. Et puis, en continuant mes recherches, eh bien, j'ai découvert qu'il y avait aussi la maison Rexona, qui avait sorti un parfum audace. Donc, je me suis dit que l'audace avait quand même du plomb dans l'aile en 2016, et que peut-être on pouvait revenir un petit peu plus en arrière, peut-être ouvrir des sites un peu plus intéressant et néanmoins collaboratif comme Wikipédia, et puis essayer de fouiller un petit peu. Et puis bon, je me suis quand même rappelé que j'avais fait certaines conneries dans ma vie et que je pouvais peut-être réussir à faire l'amalgame avec l'audace. Donc je vais essayer de vous raconter ça. La plus grosse connerie ou la plus grande audace, pour moi, s'est produite quand j'avais 14 ans, au mois d'avril. Et cette audace, ça a été tout simplement de me lever du bon pied, cette fois-ci, la première fois depuis ma naissance, et de décider d'arrêter l'école du jour au lendemain, en 4e. Alors, on va faire un petit flashback, et puis je vais vous raconter mon parcours scolaire, puisqu'il est finalement plus amusant que mon parcours professionnel. Alors, tout a commencé pour moi dans le 7e arrondissement de Paris, dans une famille bourgeoise avec une mère aimante, pas beaucoup d'argent mais une belle éducation, et d'une certaine manière ça a été une de mes grandes chances, mais je tiens à le préciser parce que c'est quand même important aussi comme clé potentiellement de réussite par la suite, parce que c'est bien évidemment plus facile de naître dans les beaux quartiers que dans des quartiers plus difficiles. C'est quand même une nuance importante, et vous allez voir que ma famille a tout fait pour que je réussisse, tant bien que mal, et que je puisse arriver au moins à une aussi belle carrière que celle de mon grand-père, c'est-à-dire de faire centrale, de devenir ingénieur, etc. J'ai envie de chialer en vous le disant. Donc, la première fois qu'on me prescrit une école, c'est en 6e, et en 6e, on me voit déjà centralien, ça fout les boules quand même. Et donc on me met au collège Stanislas, une des meilleures institutions d'enseignement parisien, et je me retrouve donc dans le 6e arrondissement, à l'école Stanislas. Je fais 72 heures de colle dans l'année, un record. Vous allez voir que j'ai enchaîné les records dans toute ma scolarité, et à la fin de cette année-là, je ne supporte plus ma mère, je ne supporte plus ma sœur, je n'ai qu'une seule envie, c'est de me casser. Et ma mère me dit, écoute, ça tombe bien, tu vas pouvoir te casser, mon pote, on va te mettre dans une pension à Saint-Martin-de-France, à Pontoise, pension qui coûte très très cher, payée par une amie de ma mère, pour que je puisse avoir une grande éducation en costume et qu'avec des garçons. Truc super fun. Et entouré de milliardaires, d'enfants de milliardaires et de futurs présidents et ministres africains. Me voilà embarqué pendant 1 an à Saint-Martin-de-France. Ça a été absolument abominable comme année, extrêmement triste, qu'une seule envie, retrouver ma mère et ma sœur à Paris, et surtout qu'une seule envie, trouver une école où il y a des filles, parce que c'est tout de suite beaucoup plus intéressant. Et donc, je trouve une ancienne école strictement réservée aux filles, qui vient d'ouvrir ses portes aux garçons, dans laquelle je peux retrouver 80% de filles et 20% de garçons. Cette école est rue de Grenelle, dans le 7e arrondissement, et s'appelle Paul Claudel. Me voilà parti à Paul Claudel, et je n'ai eu que 3 mois pour engendrer mes premiers flirts, puisque cette aventure s'est vite arrêtée. Et on m'a demandé de prendre la porte de cette école en laissant les filles à l'intérieur. Donc, je suis parti de cette école. Ma mère m'a dit, écoute, ça suffit mon pote, il y en a marre, tu te démerdes, tu trouves ta prochaine école tout seul.
Je suis parti avec mon bâton de pèlerin et je suis arrivé à l'école Pascal, le boulevard Lannes, dans le 16e arrondissement. Il se trouve que mon associé Ombline a fait la même école que moi. Elle n'a pas une carrière scolaire remarquable non plus. On ne va pas tout mettre sur le dos de cette école. Mais, et je viens voir Monsieur Delobel avec son Golden Retriever qui m'accepte dans son école en me disant qu'il allait tout faire pour faire de moi un bon élève. Ambitieux le garçon, audacieux lui aussi. Je fais cette première quatrième, scandaleuse. À la fin de l'année, Delobel me fait venir dans son bureau, me dit « Tu vas redoubler mon petit poulet ». Je lui dis « Bah écoutez, il en est hors de question, je ne me vois absolument pas redoubler, j'ai besoin d'avancer dans la vie ». Et il me dit « Mais il faut avoir un certain niveau pour avancer dans la vie, mon poulet ». Et donc je rentre, je vais voir ma mère, je pleure, je crie, je l'insulte et je lui dis écoute, s'il est hors de question, tu vas voir Monsieur Delobel et je passe en troisième, on trouve un tour de passe-passe et elle me dit écoute, tu le trouves tout seul ton tour de passe-passe, tu retrouves Monsieur Delobel et son Golden Retriever et tu négocies. Donc je pars voir ce patron d'école et je lui dis, écoutez, ce qu'on fait, c'est que vous me mettez en troisième et à la Toussaint, on fait un bilan tous ensemble, en se regardant dans les yeux, sérieusement, avec responsabilité. Et si jamais je ne suis pas au niveau, eh bien vous pouvez me remettre en quatrième. Il accepte le deal, son chien aussi. Et me voilà parti pour ma première troisième et la dernière, puisque je reçois un coup de fil à la Toussaint de ma mère, presque en pleurs, me disant « Écoute, bon bah voilà, ce qui est arrivé devait arriver, on t'a remis en quatrième, hein, donc tu es passé en troisième puis on t'a remis en quatrième. » Je crois que c'est un nouveau record du monde, mon chéri, en tout cas un record de France, bravo à toi, toute la famille est fière de toi. Et me voilà donc à devoir changer d'école parce qu'il y a beaucoup trop la honte de retrouver une quatrième, en plus en n'ayant pas fait ma puberté, en étant mal dans mes baskets. Enfin bon, je ne raconte pas l'adolescence. Et donc je décide donc de quitter l'univers de l'enseignement privé, sous les ordres de ma mère et de son portefeuille, pour rejoindre l'univers public, de l'enseignement public, et je trouve la première école, à côté de la maison, qui m'accepte. Et me voilà parti pour ma seconde quatrième, qui va se passer à merveille. Je deviens un élève impeccable, et je commence à m'ennuyer sévère, et surtout à devenir le con de la borne, en fait. Tout le monde me trouve chiant, ennuyeux, bon à l'école, etc. Et je me sens super mal à l'aise à ce poste-là. J'étais bien plus à l'aise au poste de cancre, de rigolo et de fouteur de merde. Donc je décide de repartir à mon poste. Et me revoilà donc à ma belle posture de cancre, celle que j'assume le mieux. Et au bout d'un moment, on se dit, mais c'est un peu un malade ce mec. C'est peut-être pas une école qu'il lui faut, peut-être qu'il lui faut une école de nuit, ou peut-être, meilleure idée encore, on va lui trouver un hôpital de jour. Donc voilà, je me suis retrouvé à devoir choisir entre l'hôpital de jour et tout simplement me réveiller un matin et dire j'arrête cette mascarade, je ne suis pas fait pour l'école, je suis absolument nul, et depuis toujours, je rêve de faire du cinéma. Ça tombe bien, c'est peut-être un des seuls métiers qu'on peut faire sans avoir eu de diplôme. Donc, encore coup de chance, ce jour-là, Festival de Paris, festival de cinéma, qui n'existe plus aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui me prend, je me lève, je vais voir ma mère, je lui dis c'est fini pour l'école. On va se débrouiller avec les assistantes sociales, on va prendre des cours par correspondance, c'est pas grave, je referai cette quatrième à distance. Mais il y a un festival de cinéma, je vais y aller, je vais faire tout mon réseau, je vais faire toutes mes rencontres et je vais trouver mes premiers boulots comme ça. On est en avril et je trouve mes premiers boulots pour le mois de juin et me voilà parti de mes 14 à mes 16 ans à travailler illégalement avec une lettre de ma mère m'assurant sur tous les plateaux de cinéma et de photographie de France pour apprendre ce métier-là. Après cette aventure, à mes 16 ans, je monte ma première entreprise, je la ferme à 17 ans. Je vous le fais rapide pour la suite, je monte une deuxième entreprise que je ferme à 22 ans, et donc j'ai passé ma vie à apprendre à monter et à fermer des entreprises. Ce qui est vachement bien parce qu'on nous apprend rarement à fermer une entreprise. Cette aventure m'a amené évidemment à monter Kiss Kiss Bank Bank, Hello Merci et l'Endopolis avec mes deux camarades et cousins cancres, Ombline et Vincent. Et d'une certaine manière, ce que j'ai pu apprendre en fait avec tout ça, c'est que j'avais eu une chance inouïe, c'est d'avoir été bien élevé. Et j'avais une deuxième chance inouïe, c'était d'être extrêmement mal poli. Et donc, d'en avoir d'une certaine manière bien rien à foutre des institutions, des règles établies, etc., etc. Et en fait, ma quête permanente, c'était simplement d'écarter les murs, de trouver des espaces dans lesquels m'épanouir et de me trouver moi-même. Et de me trouver moi-même par curiosité, à force d'essayer de voir là où je suis. Et je me rappellerai toujours de cette phrase. C'est un peu ma deuxième famille. Mes amis ont un papa qui est un avocat brillant. Et je me souviens encore d'un dîner où il me regarde et il me dit
si tu savais, Adrien, le nombre de cons qui ont réussi dans la vie. Et là, eh ben, écoutez, ça a été une lumière. J'ai fermé les yeux et j'ai vu tous ces cons qui ont réussi dans la vie. Et je me suis dit, s'il y en a autant qui réussissent, c'est que la clé ne réside absolument pas dans l'éducation, dans l'intelligence ou quoi que ce soit, mais la clé réside dans le travail. Et là-dessus, je me suis dit, mais c'est génial, on peut tous être des gros travailleurs. Il y a une certaine égalité des chances là-dessus. Et puis, tout d'un coup, si on veut travailler avec force, on ne travaille pas avec force sans une raison forte. Et cette raison forte, c'est la passion. C'est cool parce que la passion, c'est pareil. Il y a une certaine égalité des chances là-dessus. On peut tous avoir une passion dans la vie. Mais encore faut-il trouver sa passion. Et donc, si on remonte le fil du travail, on arrive à finalement, pour moi, l'ADN de l'audace, la curiosité. Et la capacité, justement, à regarder, à tout découvrir, à discuter avec même les gens qu'on n'aime pas, et à essayer d'apprendre de tout ce qui nous entoure. Parce que ça génère forcément la créativité, et ça permet de dépasser toutes les limites. Et comme j'étais mal poli, je me suis intéressé aux voyous de mon temps. Et je me suis intéressé à l'ancien ennemi numéro 1 de notre pays, Jacques Mérine. Jacques Mérine qui arrivait à s'échapper de toutes les prisons, même les prisons les plus sauvegardées, les plus surveillées, dont une prison au Canada, qui est la dernière prison de laquelle il arrive à s'évader. Et on lui pose la question de savoir comment il fait pour partir de cette prison, surveiller un maximum. Et il explique la chose suivante. Il explique que quelqu'un de normalement conçu, pas forcément quelqu'un qui a l'audace en lui, va considérer que c'est impossible de sortir de cette prison parce que, il y a les barreaux de la cellule. Si on arrive à sortir de ces barreaux, c'est déjà un tour de magie, on arrive dans une cour qui est extrêmement longue, avec des miradors et des mecs avec des fusils prêts à vous canarder. Il dit c'est impossible de passer cette cour. Et puis au bout de cette cour, il y a un mur avec un mur gigantissime, impossible de le passer. Et derrière ce mur, il y a du barbelé, impossible de le passer. Si vous prenez toute cette problématique, c'est en effet impossible de s'échapper de cette prison. Mais Jacques Mérine, il est créatif, il a de l'audace, il estime qu'il faut réaliser des paris dans la vie si on veut s'en sortir, et il a compris que quand on se met en danger, on ouvre un champ des possibles, et ce champ des possibles nous offre des solutions qu'on n'aurait jamais pu imaginer auparavant. Donc Jacques Mérine, en fait, le seul truc qui compte pour lui, c'est de se séparer de ses barreaux, et après, il verra comment trouver des solutions. Et là, tout d'un coup, il arrive à sortir de cette cellule, et au moment où il sort de cette cellule, coup de bol, les mecs sur les miradors s'étaient bourré la gueule la veille, et ils n'arrivent pas à le toucher. Donc il passe cette énorme cour par un coup de chance qu'il a généré par lui-même, pour arriver devant un mur. Ce mur, deuxième coup de chance, il y a une prise à hauteur d'homme, lui permettant de passer ce mur. Encore une fois, cette chance, il l'a générée par lui-même, en ouvrant ses champs des possibles, pour derrière finir sur un troisième coup de chance. Le grillage est troué, il arrive à passer en dessous, et il s'échappe. Deuxième exemple de voyou, Papillon. Papillon, bloqué dans un fort, au milieu de l'océan. Papillon va observer la marée pendant je ne sais pas combien d'années pour savoir quelle est la vague qui ramène vers le continent. Et une fois qu'il a trouvé cette vague, il a été patient. Déjà, il a eu la créativité et la conscience que cette vague pouvait le ramener sur le continent. Une fois qu'il a trouvé, il se jette et cette vague le ramène sur le continent. Et il est sauvé, libéré de cette prison. Et donc pour moi, en fait, l'audace, c'est presque la notion de résistance. Et cette notion de résistance pousse à faire des choses qui sont difficiles, qui demandent de l'abnégation, qui demandent du travail, qui demandent plus qu'à d'autres. Mais c'est ces grandes choses, en fait, qui permettent un jour d'être heureux. Pas simplement d'être satisfait, d'être heureux. C'est parce qu'on est audacieux, parce qu'on prend des risques, qu'on devient heureux. Et en ce moment, et ça sera la conclusion, je lis un livre. C'est très bizarre pour moi de dire ça devant les équipes de Décathlon. Je lis un livre d'Alain Badiou. Alors, Alain Badiou, philosophe de gauche, c'est très bizarre de dire ça à des marketeurs. Et Alain Badiou est aussi un des philosophes les plus traduits dans le monde. Et si je pouvais juste avoir cette citation d'Alain Badiou, qui enchaînera sur une autre. Alain Badiou nous dit que ce monde est inapproprié au pari, à la décision hasardeuse, parce que c'est un monde où nul n'a plus les moyens de livrer son existence au hasard. Le monde tel qu'il est un monde dans lequel règne la nécessité d'un calcul de la sécurité. Or, on sait qu'il n'arrive jamais ce qu'on a prévu. Donc arrêtons de s'entêter à vouloir prévoir l'imprévisible et soyons beaucoup plus dans l'instinct. Et pour finir, sur une dernière citation de Mallarmé, toute pensée émet un coup de dé.
Et si toute pensée met un coup de dé, ce que Badiou définit presque comme étant la philosophie en tant que telle, ça veut dire que toute action définit un coup de dé. Et donc je vous invite à jouer au dé le plus souvent possible, parce que vous verrez que vous y arriverez beaucoup plus qu'en essayant de tout prévoir. Et pour finir sur ce point-là, je peux vous le jurer, du haut de mes 31 ans, d'être audacieux, en fait, ça rend heureux. Et pour terminer encore sur une dernière citation d'Alain Badiou, il faut être heureux pour changer le monde. Merci.